Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo qui est plutôt importante, on va pas se mentir, elle est plutôt importante, on va parler des entités chimiques stables. Alors d'abord on va parler de ce qui est la configuration électronique parce que c'est de là que vient la stabilité, ensuite du tableau périodique des éléments, on verra qui est stable là-dedans, et enfin des différentes entités stables, comment elles se forment et pourquoi. Un atome, on l'a déjà vu, c'est constitué de protons, de neutrons et d'électrons. Il y a autant de protons que d'électrons, donc on va dire qu'il y a Z protons, donc Z électrons. Et ces Z électrons, ce nombre d'électrons, ne va pas se répartir n'importe comment. En fait, les électrons se répartissent en couches numérotées, 1, 2, 3, 4, 5, etc., qui elles-mêmes sont composées de sous-couches, S, P, D et F. Grosso modo, la couche de plus basse énergie n'a qu'une seule sous-couche, S. Ensuite, la deuxième couche va avoir S et P, la troisième couche S, P et D, la quatrième couche S, P, D et F, la cinquième aussi. La sous-couche S, elle, peut contenir que 2 électrons. Ok, 1, 2, c'est fini, c'est plein. P, 6 électrons. Ok, ça ce sont les deux que vous devez connaître, vous en second. En fait, une sous-couche D c'est 10 électrons et une sous-couche F c'est vachement plus, je crois que c'est 14, mais j'ai pas envie de dire de bêtises donc je le dis pas. La configuration électronique d'un atome à son état fondamental, en fait, ça décrit la répartition des différents électrons sur les sous-couches et les couches. Ok, donc du coup, par exemple, si j'ai 2 électrons, eh bien, ça va faire 1s2. Voilà, pour dire qu'il y a 2 électrons sur la sous-couche S de la couche 1. On va répartir les électrons selon un ordre qui est déterminé. D'abord la 1s, ensuite la 2s, puis la 2p, puis la 3s, puis la 3p, puis la 4s, puis la 3d. Ah, c'est pas forcément simple à la fin, mais vous retenez au moins les 5 premières étapes, ou 4 premières étapes, je sais pas, on va compter en même temps. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Ok, ça suffit. Par exemple, pour le carbone qui a 6 électrons, Z est égal à 6, ces 6 électrons vont se répartir tels quels, 1s2, 2s2, 2p2. 2, 2, 2, ça fait bien 6. Okay. Si on en a plus, eh bien, il faudra aller un peu plus loin. Par exemple, le chlore qui a 17 électrons, 1s2, 2s2, 2p6. Là, déjà, on en a fait 8. On en a fait 10. Ok, il nous en manque encore 7. Donc, 3s2, 3p5. Et là, ça fait 7. Alors, pour ceux qui sont, vous avez vu, quand j'ai construit mon chlore, je me suis arrêté à 10 et ensuite j'ai attaqué la dernière couche. Parce qu'en fait, en réalité, tous les électrons qui sont sur la dernière couche, cette dernière couche occupée, c'est ce qu'on appelle la couche de valence. Et les électrons qui sont sur cette couche-là sont les électrons de valence. C'est une règle qui marche uniquement pour les Z inférieurs ou égal à 18. Au-delà, on va avoir un peu de difficulté à vous justifier ce modèle. Et donc du coup, la configuration électronique de cette dernière couche, de la couche de valence, c'est la configuration électronique de valence. Okay, donc si on reprend par exemple notre chlore que j'ai fait juste avant, avec 17 électrons, et bien 17 électrons, 1s2, 2s2, 2p6, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la couche de valence, c'est-à-dire la dernière, 3s2, 3p5. Là, on a la couche de valence, on a 7 électrons de valence. Cette ligne-là, 3s2, 3p5, c'est ce qu'on appelle la configuration électronique de valence. En fait, je vous parle de la couche de valence parce que c'est elle qui va faire les réactions chimiques. Les autres couches sont à l'intérieur, entre guillemets, et donc du coup ne sont pas concernées par les réactions chimiques parce que ces électrons ne sont pas disponibles. Les électrons disponibles sont ceux qui sont sur la couche de valence. Dans le périodique des éléments, en fait, on va retrouver ces histoires de sous-couches dans le tableau périodique. Alors le tableau périodique, c'est quelque chose qui est plutôt ancien, ça date de 1869 par Dmitri Mendeleïev, même s'il n'avait pas fait comme ça. Lui, il les avait classés par propriété chimique et par une masse croissante. Lui, il ne connaissait pas encore les numéros atomiques, mais au moins il connaissait les masses. Et maintenant, le tableau périodique qu'on a actuellement, qui continue à être implémenté de nouveaux atomes, eh bien, il a cette tête-là, hein, vous la connaissez, vous l'avez déjà vu au collège normalement. Et on va revoir comment arrivent ces blocs-là en fait. On arrive à un truc très simple, c'est-à-dire que nous on va prendre la classification réduite, c'est-à-dire on va prendre les 18 premiers éléments, même si le reste de la classification se construit quasiment de la même manière, surtout une règle qui est respectée dans tous les cas, c'est qu'on va ranger les atomes par numéro atomique croissant. Dès qu'on va passer à une nouvelle couche, eh bien on va ouvrir une nouvelle ligne. Voilà. Et ça va marcher hein, dans tous les cas, et ça marcherait même au-delà. C'est pas un problème. Okay. C'est juste que après l'ordre des sous-couches il est un peu différent. Donc on commence et c'est parti. Donc on va commencer le plus simple. On prend l'hydrogène, un électron, 1s1, l'hélium, 1s2. Boum, on a rempli la première couche, on passe à la deuxième. Ensuite on arrive avec le lithium,
Hein, donc là, on va juste écrire la couche de valence, parce que le 1s2, il compte plus. Donc là, on est sur du 2s1, puis ensuite le beryllium, 2s2, on a 2s2, 2p1, 2s2, 2p3, et 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 et 2p6. Donc là, on va avoir donc le beryllium, le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor et le néon. On a fini cette deuxième couche, on passe à la troisième couche, donc la couche 3s, 3s1 et 3s2 qui correspondent au sodium et au magnésium. Et puis ensuite on attrape la partie P, donc 3p1, 3p2, 3p4, 3p5, 3p6, soit l'aluminium, le silicium, le phosphore, le soufre, le chlore et l'argon. Après on attaquerait la couche 4 puisqu'on a 4s qui arrive, 4s1, 4s2, et puis ensuite on repasserait au 3D, etc. Donc c'est là que ça devient un peu plus compliqué, pour ça qu'on s'arrête à ces 18 premiers éléments. Alors ce qu'on remarque dans ce tableau périodique, même s'il est réduit par rapport aux autres, c'est qu'en fait les deux premières colonnes, c'est uniquement la couche S qui se remplit. Donc du coup c'est ce qu'on appelle le bloc S. Tandis que l'autre bloc c'est le bloc P, puisqu'on n'a que la couche P, la sous-couche P qui se remplit au fur et à mesure. Et sur la classification beaucoup plus grande, que vous voyez, voilà, je vous la mets là, en fait on a le bloc S, le bloc P qui est tout à droite, le bloc D qui est intercalé, et le bloc F qui est mis en dessous parce qu'en fait c'est 14 éléments qui s'intercalent entre je ne sais plus quelle sous-couche S et je ne sais plus quelle sous-couche D. Donc forcément on est obligé de l'étendre. Dans la même colonne, on a le même nombre d'électrons de valence. Et oui. Et donc par exemple la première colonne a un électron de valence, la deuxième 2 et ainsi de suite. En fait ces électrons de valence là, ceux qui propose la réactivité chimique. Donc dans la même colonne, on va avoir le même type de réaction chimique. C'est ce qu'on appelle une famille chimique. La première, c'est les alcalins, et ensuite chaque famille a un peu son nom. Vous devez en connaître une, c'est la toute dernière, c'est celle des gaz nobles. Eux, ils ont une particularité, c'est qu'ils ne réagissent pas, et ça va être important pour la suite. Parce que les entités sont stables si elles ne réagissent pas, ou si du moins elles peuvent exister à l'état comme ça, toutes seules, sans avoir à réagir autrement ou à se transformer. Les entités stables, les gaz nobles sont des entités stables. Ils répondent à ce qu'on appelle les règles du Dewey ou de l'octet. La règle de stabilité a dit que lors d'une réaction chimique, les atomes tendent à obtenir la même structure électronique de valence que celle du gaz noble le plus proche. C'est-à-dire en Dewey ou en octet. Dewey pour l'hélium, pour ceux qui sont proches de l'hélium, et en octet pour les autres. Et donc pour obtenir cette configuration électronique particulière, ils ont deux possibilités les atomes. Soit ils forment des ions, et à ce compte-là ils vont gagner ou perdre des électrons, soit ils forment des molécules, et à ce compte-là ils vont aussi gagner ou perdre des électrons, ils vont surtout en gagner en fait, en mettant en commun avec d'autres atomes qui ont aussi besoin. Pour former un ion monoatomique, c'est assez simple en fait, il suffit de perdre ou de gagner des électrons pour obtenir la configuration électronique du gaz noble le plus proche. Ainsi, si on regarde notre classification périodique, on remarque que la première colonne, on va nous donner des H+, des Li+, des Na+. Alors H+, on pourrait dire qu'il va aller chercher, alors il existe aussi le H-, mais lui préfère se débarrasser de son électron, carrément. Puis ensuite Li+, et puis Na+, eux vont perdre un électron pour retourner au gaz le plus proche qui était avant en fait. Ok. Et puis ensuite on avance, on a les 2+, les 3+, puis les 4+, 4-. Bon là ça dépend, c'est un cas particulier. Et puis ensuite on va retrouver les 3-, les 2- et les 1-. Tout cela, donc tous ceux qui sont à droite avec les 1- vont avoir une configuration électronique qui va se rapprocher du gaz noble qui est après eux, tandis que ceux qui sont à gauche vont avoir la configuration électronique du gaz noble qui se trouvait avant eux. Donc la charge d'un ion monoatomique, ça dépend de la colonne de l'atome de départ. Vous avez quelques ions monoatomiques à connaître, je vous mets le tableau ici, ce sont les principaux, ceux-là vous devez les connaître du moins à leur nom, c'est-à-dire que H+, c'est l'ion hydrogène, F-, c'est l'ion fluorure, etc. J'ai dit auparavant qu'un atome avait la possibilité soit de former un ion monoatomique, soit de participer à la formation d'une molécule. Quand on forme une molécule, en fait, les électrons de valence peuvent être mis en commun entre différents atomes pour former des liaisons. En fait, une liaison covalente, c'est la mise en commun d'un électron de valence apporté par deux atomes différents. Donc chacun des atomes amène un électron, ce qui fait qu'il y a deux électrons dans une liaison covalente, c'est ce qu'on appelle un double liant. Ainsi, les deux électrons qui sont dans la liaison en fait appartiennent virtuellement aux deux atomes qui participent à la liaison. Donc quand j'ai par exemple mon hydrogène qui a un électron, qui aimerait bien en avoir deux pour ressembler à l'hélium, et bien qui croise un autre hydrogène, et bien ils vont prendre leur électron à chacun, ils vont le mettre en commun, et tous les deux auront
2 électrons et donc du coup seront stables. De l'autre côté, si on regarde des atomes avec beaucoup plus d'électrons de valence, par exemple l'oxygène, il a 6 électrons de valence. Ces 6 électrons de valence là, ils vont pas tous faire des liaisons parce que lui tout ce qu'il veut c'est en avoir 2 de plus pour arriver à 8. Et donc du coup ces 2 de plus, il va aller les chercher ailleurs, à droite, à gauche, peu importe, il va en chercher 2, donc du coup il va quand même participer, il va en filer 2. Hein. Il va avoir 2 électrons qui vont être impliqués dans des liaisons covalentes, et puis il lui reste 4 électrons qui ne sont pas impliqués dans les liaisons covalentes. Ces 4 électrons-là, eh bien, ils se regroupent par paires, c'est ce qu'on appelle des doublés non liants. Ce qu'on va faire après, c'est que quand on va représenter une molécule, eh bien, on va représenter tous les doublés. Si c'est un doublé liant parce qu'il arrive de 2 atomes différents à un électron chacun, eh bien, on va faire un trait entre les 2 atomes. Si c'est un doublé non liant, on va faire un trait à côté de l'atome, au-dessus, en dessous ou à côté, pour pouvoir dire que là, il y a un doublé non liant qui pourra être disponible plus tard en terminale pour faire certaines réactions chimiques. Cette représentation-là, avec des doublés liants qui sont des barres qui ne participent pas, et puis des liaisons, c'est ce qu'on appelle une représentation de Lewis. Vous en servirez encore en première. Si on prend par exemple H2O, on a notre oxygène avec ce 6 électrons de valence là, 6 électrons de valence, il lui en faut 8, donc s'il lui en faut 8, c'est qu'il y en a 2 qui vont participer, ces deux-là, et puis il y en a 2 et 2, donc 4 au total qui ne vont pas participer, qui vont former des doublés non liants. Ils ont attrapé un électron de 2 atomes d'hydrogène, et bien donc du coup ces 2 atomes d'hydrogène là vont se mettre là pour partager leur électron avec un électron d'oxygène à chaque fois et former une liaison covalente. Voilà la représentation de Lewis de l'eau. On peut le faire aussi avec l'ammoniac qui est de l'azote, qui a 5 électrons de valence et donc du coup fait 3 liaisons et un doublé non liant, mais on a aussi le méthane qui a lui le carbone 4 électrons de valence et c'est tout. Donc il faut qu'il aille chercher 4 autres. Donc il va former 4 liaisons. Et enfin, les liaisons en fait, c'est important parce que ça permet de baisser le niveau énergétique de l'atome. Parce que chaque liaison a une énergie de liaison. Cette énergie de liaison en fait, elle va être plus basse que l'énergie des électrons lorsqu'ils sont dans l'atome mais tout seuls, ceux qui sont de valence. Voilà. Donc du coup ça permet de gagner en stabilité, c'est ça qui explique là. Et cette énergie de liaison là, c'est l'énergie qui est nécessaire pour rompre une liaison. C'est aussi l'énergie qui va être libérée lorsque la liaison se rompt. C'est fini pour ce cours de rattrapage assez important, assez dense, où il y a pas mal de notions assez nouvelles. Vous pouvez donc poser des questions dans les commentaires, ça c'est toujours possible. Je vous laisse avec un lien pour pouvoir vous abonner, pour pouvoir voir la playlist des secondes. Et je vous laisse avec une citation de Jacques Mayot. « De la stabilité à l'immobilisme, il n'y a qu'un pas ».